Bienvenue, bonsoir à tous. Merci de nous rejoindre pour l'actualité ce 24 janvier sur RTI 1. À Mbipé, à l'est de la commune d'Anyama, le chef du gouvernement a posé la première pierre pour la construction du futur lycée professionnel et de 6 établissements de formation professionnelle. Chaque établissement va être spécifique selon les potentialités de la zone où il sera implanté. Restauration des sols arides et des forêts dégradées pour l'agriculture du futur, thème de réflexion pour 197 pays lors de la COP15 en Côte d'Ivoire du 9 au 20 mai prochain. Le pays se prépare à accueillir la rencontre internationale. Le ministre de l'Environnement situe les enjeux. Opération interarmée, les parachutistes ivoiriens et français conduisent l'opération Touraco. Les militaires du 43e BIMA et ceux du 1er bataillon de commandos parachutistes ont réussi ensemble cette séquence de préparation opérationnelle à Assini, dans le sud Comoé. Et puis au Burkina Faso, l'armée a annoncé la destitution du président Roch-Marc Christian Kaboré ainsi que la suspension de l'Assemblée nationale et du gouvernement. Bonsoir à tous. À ces titres, ajoutons le sport. Nous aurons donc en fin de journal le point de la journée du côté du Cameroun. Un capital humain de qualité, c'est à cela que la Côte d'Ivoire aspire avec la construction de 7 centres de formation professionnelle. Le Premier ministre Patrick Achi a ouvert les chantiers pour un lycée professionnel à Ebimpé d'une capacité de 2000 places et un internat et 6 autres infrastructures à travers tout le pays. Alexis Vodraogo. La Côte d'Ivoire a d'abord besoin aujourd'hui de techniciens et d'ingénieurs pour accélérer la marche de notre industrie, de nos entreprises et celle de notre marché de l'emploi. Pour donner vie à la vision, le gouvernement va multiplier sur toute l'étendue du territoire les centres de formation professionnelle. Ce lundi à Ebimpé, le Premier ministre Patrick Achi a posé la première pierre du centre de formation d'Abobo Anyama. Sur ce site, dans quelques mois, sortira un lycée professionnel splendide qui attirera filles et garçons de notre pays en quête de formation spécialisée. Le système de l'enseignement technique et de la formation professionnelle veut attirer le plus grand nombre de jeunes, déjà dès les classes de CM2, et en synergie avec les secteurs productifs, mettre en place l'offre formation-stage pratique pour une insertion professionnelle optimale. Avec un système de formation professionnelle et technique solide en place, les jeunes peuvent s'insérer plus facilement dans le tissu professionnel et répondre aux besoins du marché. D'un investissement total de 146 milliards de francs CFA, la mise en œuvre du projet doit tenir sur 7 années, dont 3 pour la construction de l'ensemble des établissements et 4 autres pour l'accompagnement du corps enseignant et la maintenance de l'équipement. Pour le Premier ministre Patrick Achi, renforcer le capital humain reste le pilier majeur du programme Côte d'Ivoire solidaire. La capacité à assurer une éducation performante pour notre jeunesse, lui permettant de maîtriser les savoirs fondamentaux comme ceux techniques ou digitaux liés à notre époque, constitue un pilier majeur des progrès que nous devons accomplir. Pour, in fine, donner aux Ivoiriennes et aux Ivoiriens les armes les meilleures pour s'insérer dans la vie active, contribuer au développement du pays, consolider sa paix civile. En un mot, vivre mieux, vivre bien, vivre pleinement. Aux côtés d'Ebimpé à Abidjan, les villes de Yamoussoukro, Diabo, Korogo, Dabakel, Agbéléban et Kong sont concernés par le projet. 7 établissements de formation professionnelle dans 14 filières pourvoyeuses d'emploi, allant de la mécanique générale à l'agriculture, en passant par l'élevage, l'imprimerie ou encore les travaux publics. La lutte contre la corruption dans l'espace CEDEAO, au cœur d'une session de l'Assemblée nationale, la Commission des relations extérieures a procédé à un examen du dispositif légal. Le point nous est proposé par Éric Goré. Le projet de loi autorisant le président de la République à ratifier le protocole sur la lutte contre la corruption de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a été adopté à l'unanimité ce lundi 24 janvier par la Commission des relations extérieures de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. C'est le ministre délégué auprès du ministre d'État
ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, chargé de l'intégration africaine, Alice Djedje, qui était devant les députés pour présenter ce projet de loi. Il a été signé par les 15 États membres de la CEDEAO et a entré en vigueur en 2015 dès sa ratification par 9 d'entre eux. La Côte d'Ivoire a signé l'acte d'adoption de ce protocole en 2001 à Dakar, mais n'a pas parachevé le processus par l'acte de ratification. Le présent protocole, qui comporte 27 articles, appelle à l'harmonisation de la part des États partis de leur loi nationale sur la lutte contre la corruption pour permettre l'adoption de mesures préventives efficaces contre la corruption et des sanctions proportionnelles et dissuasives. Après des débats, les parlementaires ont fini par voter ce projet de loi. Une loi qui va lutter efficacement contre la corruption dans l'espace CEDEAO. Ce fléau, dont les effets sont dévastateurs et touchent les aspects de la vie sociale, économique et politique. C'est vrai qu'on a autorisé le président de la République à ratifier cette convention, mais le plus grand du travail doit se faire ici, en Côte d'Ivoire. Il faut que nos lois nous permettent de lutter contre ce qui n'est pas bon. Ainsi, les 15 États membres de la CEDEAO sont déterminés à faire barrage contre la corruption pour la promotion de la bonne gouvernance. Toujours à l'Assemblée nationale, la Commission des affaires économiques et financières a voté ce lundi à l'unanimité 2 projets de loi, la ligne 1 du métro d'Abidjan et l'aménagement hydroélectrique de Saint-Grobo à Ouati vont ainsi bénéficier d'un régime fiscal et douanier spécial, notamment dans la phase de réalisation. Lancine Bakayoko. En ratifiant le premier projet de loi, les députés, membres de la Commission des affaires économiques et financières, consentent à aménager un régime fiscal et douanier particulier pour la réalisation des travaux de la ligne 1 du métro d'Abidjan. Ce régime a déjà fait l'objet d'une annexe fiscale à la Convention des concessions signée avec l'État de Côte d'Ivoire. Cette annexe prévoit, sur une période de 5 ans correspondant à la durée des travaux, des exonérations qui couvrent les impôts directs et indirects. Le coût de ces exonérations est estimé à 53,8 milliards de francs CFA. En ce qui concerne la TVA ainsi que les droits et taxes à l'importation, la prise en charge se fera par le mécanisme des chèques spéciaux du Trésor. Le montant de ces chèques spéciaux à émettre est de 172 milliards de francs CFA. Les avantages fiscaux et douaniers prévus par l'annexe fiscale à la Convention ont permis une réduction du coût global du projet de l'ordre de 226,3 milliards. Le second projet de loi légalise les exonérations fiscales et douanières liées à l'aménagement hydroélectrique de Saint-Grobo à Ouati. Une centrale électrique de 44 MW sur le Bandama. La société Ivoire Hydroénergie, qui réalise l'ouvrage, a contracté un crédit relais de l'ordre de 100 milliards de francs CFA pour financer le projet. Elle a donc dû négocier en juillet 2021 un accord direct avec le gouvernement et les bailleurs de fonds afin de permettre le refinancement de ce crédit relais à des conditions plus avantageuses. L'accord direct prévoit le remplacement du crédit relais par un crédit long terme dont les termes de financement effectifs sont plus avantageux que les taux prévisionnels du modèle financier annexé à l'avenant numéro 1 de la Convention IHE. L'amélioration des conditions de financement aura pour conséquence la réduction du prix de cession ainsi que des échéanciers de remboursement du prix bas. L'aménagement hydroélectrique de Saint-Grobo est un projet sur le modèle d'un partenariat public-privé. Le coût global de l'ouvrage culmine à 121 milliards de francs CFA. Du 9 au 20 mai prochain, Abidjan va abriter la 15e conférence des parties à la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. Face à la presse ce matin, le ministre de l'Environnement et du Développement durable a situé les enjeux pour cette rencontre internationale. Franck Quadio. À quelques semaines de la tenue de la COP 15 à Abidjan, le ministre Jean-Luc Assy face à la presse pour situer les enjeux de la conférence des parties COP 15. Selon le ministre de l'Environnement et du Développement durable, 250 millions de personnes dans le monde sont impactées par la désertification, un phénomène lié à l'activité excessive de l'homme. La rencontre d'Abidjan entend apporter des réponses
Les défis environnementaux sont très énormes en Côte d'Ivoire. Et c'est pour cela que mon département ministériel s'évertuera donc à restaurer les choses. Pour organiser une telle COP, il y a des experts qui vont donc réfléchir pendant des jours sur les solutions qu'on peut apporter donc à la désertification et qu'on peut apporter donc à la dégradation des sols. Et donc tous les pays qui sont concernés par cette question-là vont apporter donc un tant soit peu donc des solutions. Et ces solutions vont être consignées donc dans un document qui va être appelé un programme d'action sur une période jusqu'en 2030. Et ce programme va être adressé à tous les ministères concernés, notamment dans l'agriculture, dans l'énergie. Pour la réussite de l'événement, dont les réflexions vont porter sur la restauration des terres dégradées et l'agriculture du futur, le gouvernement appelle à la mobilisation collective. 3 milliards de francs CFA sont d'ailleurs consentis par l'État ivoirien. À la tête du comité en charge de l'organisation, Abou Bamba décline les grands axes de cette conférence en Côte d'Ivoire. Les effets économiques induits vont nous permettre quoi? De restaurer et de réhabiliter nos sols dégradés, donc naturellement d'augmenter notre production agricole. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va multiplier par 2, par 3 notre production en banane plantain, en manioc, en igname, en taro. Et la même chose aussi dans le domaine du café, du cacao, tout ce qui est éveillé, tout ce qui est culture de rente. Donc vous imaginez un seul instant qu'on réussisse à doubler ou bien à tripler notre production du fait de la résolution du problème de la fertilité des sols. Du 9 au 20 mai 2022, 197 pays, 100 stands, 1000 experts, un village écologique et 5000 participants sont alors attendus pour apporter leur expertise dans la lutte contre le phénomène de la désertification. Les forces armées françaises et ivoiriennes ont conduit hier dimanche à Assini, dans la région du Sud Como, une séquence de préparation opérationnelle baptisée Tourako. L'exercice militaire a consisté au largage de parachutistes français du 43e BIMA et ivoirien du 1er bataillon de commando parachutistes. Cette opération interarmée vient s'inscrire dans le cadre du partenariat militaire entre les deux pays. Jean-Marc Diadji. Il est 13h à Assini, quand des opérateurs radio de l'armée française en Côte d'Ivoire se mettent en activité. Ils enclenchent la communication avec la base aérienne d'Abidjan. Un avion de transport de type CASA CN-235 de l'armée de l'air française, en provenance de Djibouti, vient de décoller. Il doit effectuer un largage de masse d'une quarantaine de parachutistes français du 43e BIMA, avec des sauts à ouverture grande hauteur et automatique. C'est à 13h45 que la première colonne de para, à vue du ciel, effectue son atterrissage à 300 et 6000 mètres d'altitude. Après 6 rotations, s'ensuit des heures plus tard, le saut à basse altitude des sous-officiers du 1er bataillon de commando parachutiste, 1er BCP de Côte d'Ivoire. Nous sommes à un exercice militaire conjoint des forces militaires françaises et ivoiriennes, nommé Tourako. Vol tactique, posé sommaire avec infiltration sont entre autres les objectifs de l'opération. La préparation vise à renforcer la coopération militaire entre les deux pays. L'opération Tourako prévoit d'autres largages à Yamoussoukro, Zouenoula, Sassandra, Gagnoa et Grand Bérébi. Elle prendra fin le 26 janvier 2022. On s'intéresse maintenant à la rentrée solennelle du secrétariat d'État chargé de la modernisation de l'administration ce lundi. Le secrétaire d'État Brice Kwasi a remis leur lettre de mission aux responsables de 11 directions et services de son département. 10 projets ont été annoncés pour cette année 2022. Ils se sont engagés à les traiter de façon efficiente. Didier Nguessan. Ils sont directeurs et chefs de service pour le compte du secrétariat d'État chargé de la modernisation de l'administration. Son premier responsable, Brice Kwasi, remet à chacun une lettre de mission conformément à ses attributions avec des charges précises définies et leur délai d'exécution. Notre rôle sera de nous assurer au cours de cette année de la bonne exécution de ces projets, de l'évaluation des projets en fin d'année et de la participation aux côtés du secrétaire d'État à la communication sur les résultats. 1500 actes administratifs délivrés, un système de gestion des courriers et la signature électronique lancée, sans oublier l'ouverture de 26 points relais de l'Observatoire du service public.
Autant d'acquis en 2021 qui seront renforcés cette année. 1. L'extension de la signature électronique dénommée signée comme alternative de signature administrative à toute l'administration publique. 2. L'extension du système de gestion électronique des courriers dénommé SIGEC. 3. L'accélération de la dématérialisation des procédures administratives dans le cadre du projet e-démarche administrative. La modernisation de l'administration est un chantier transversal qui concerne toute la fonction publique et la ministre Anne Ouloto, en charge depuis 9 mois de ce portefeuille, veut réussir cette mission. L'atteinte de tous les objectifs de notre administration publique est liée au succès des politiques mises en œuvre par le secrétariat d'État chargé de la modernisation de l'administration. La remise de lettres de mission marque la rentrée solennelle 2022 du secrétariat d'État chargé de la modernisation de l'administration. C'est la fin des travaux sur la politique de développement des ressources animales et halieutiques en Côte d'Ivoire. Les décisions prises à cette rencontre des acteurs et aussi experts du secteur dans ce reportage signé Charles Tatou. Les travaux des directeurs centraux et régionaux sur la planification opérationnelle de la politique de développement des secteurs des ressources animales et halieutiques viennent de prendre fin. Travaux qui augurent d'un lendemain meilleur pour les jeunes et les femmes avec la création de 700 000 emplois directs à leur profit. Le ministre Sidi Touré reste confiant pour l'atteinte de tous ces objectifs, misant sur la disponibilité et les efforts de ses collaborateurs. Pour lui, beaucoup d'actions ont été menées dans tous les secteurs d'activité. Au plan des ressources halieutiques, la formation de 54 personnes sur le suivi, contrôle, surveillance participatif, les supports de collecte de données et l'analyse des données relatives à la pêche. Au niveau de l'élevage, la construction de multiplicateurs de reproducteurs de volailles traditionnelles, l'installation de 300 femmes dans l'élevage de volailles traditionnelles améliorées. Mais le ministre des Ressources animales et halieutiques dit que les défis à relever sont plus nombreux que ceux déjà réalisés. Pour encourager le personnel à plus d'efforts au travail, Sidi Touré décide de reconnaître le mérite des agents admis à faire valoir leur droit à la retraite. Je voudrais sincèrement vous dire merci. Merci au nom du chef de l'État. Ces mouvements de décoration seront assurément continuels les années à venir. Quand je voyais un retraité, je ne l'enviais pas, mais j'étais jaloux. C'est-à-dire que tout arrive à celui qui est patient. Sentiment de joie et puis sentiment de fierté, parce que moi j'ai travaillé 40 ans. Pour l'année 2021, ils sont 28 agents retraités, dont 7 avec la médaille de commandeur du mérite agricole, 4 avec la médaille d'officier du mérite agricole et 17 avec la médaille des chevaliers du mérite agricole. Coronavirus, quel est le point en ce 24 janvier sur le sol ivoirien? Je vous propose de voir les chiffres du ministère de la Santé. « 73 nouveaux cas de Covid-19 ont été détectés en Côte d'Ivoire aujourd'hui. 128 personnes ont été déclarées guéries et 0 décès, ce qui porte à 2511 le nombre de cas encore actifs dans le pays. 7 924 547 doses de vaccins ont été administrées. Le réseau des parlementaires pour les populations et le développement fait un don à l'hôpital général d'Adjamé. Du matériel sanitaire et médical ainsi qu'une enveloppe ont été remis aux responsables de l'établissement sanitaire. Franck Quadio. Hôpital général d'Adjamé, une remise symbolique. Le don est fait par le député de Tengrela, Mariam Traoré, présidente du réseau des parlementaires pour les populations et le développement. Des cartons de feuilles rames, des packs d'eau, du matériel sanitaire et médical, de même des numéraires. J'ai eu l'idée comme ça de venir faire ce don-là à l'hôpital général d'Adjamé parce qu'à Adjamé, j'ai vu que les femmes qui sont toutes à la maternité ne viennent même pas d'Adjamé. Il y en a d'Alépé, il y en a d'Azopé, il y en a même de Tiasalé, de Yopougon, qui sont à Nyama, qui sont à la maternité actuellement. Donc Adjamé, c'est
un carrefour, c'est le grand centre commercial du Grand Abidjan. L'hôpital général d'Adjamé, en cours de réhabilitation définitive, a connu une remise à neuf le 14 juillet 2014, puis une autre en 2021. Son premier responsable salue le geste qui a l'allure d'une action citoyenne. La première phase de réhabilitation depuis l'ouverture, nous avons reçu 772 accouchements, 250 césariennes et puis près de 12 jeux rompus, pas eu de décès maternel et tout le monde a été pris en charge gratuitement parce que l'État donne. C'est vrai, les besoins sont énormes, l'État ne peut pas tout faire et donc quand nous sollicitons des députés ou bien des élus pour venir nous accompagner, c'est pour nous encourager. Ils viennent pour nous encourager et ça nous va droit au cœur. Le premier responsable de la commune valide l'action. Soumoro Farikou affirme l'engagement communal à jouer sa partition, garantir un environnement de travail propre. Il a par ailleurs salué l'effort du responsable de la structure sanitaire, l'hôpital général d'Adjamé, qui compte environ 150 lits. La commune de Yakassé à Tobrou inaugure son tout nouvel hôtel de ville. Le ministre Thomas Kamara a officiellement ouvert cette infrastructure promise par le chef de l'État en 2019. Herman Yamia. Un nouvel hôtel de ville pour la commune de Yakassé à Tobrou. L'édifice vient d'être inauguré ce jour par le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, représentant le parrain de la cérémonie Adama Bictogo, vice-président de l'Assemblée nationale. Don du président de la République Alassane Ouattara à la commune, c'est lors de la double cérémonie de livraison de l'axe bitumé Azopé Yakassé à Tobrou et de la pose de la première pierre du CHR d'Azopé le 3 août 2019 que le maire François Adepo Yapo a fait cette doléance au chef de l'État. Vraiment, ce jour-là, quand je le disais, je n'ai jamais pensé que ça pouvait être aussi rapide que ça. Mais il a fait le geste, il a donné des instructions et cela s'est réalisé. Je lui dis sincèrement merci. Représentant le président de l'UVICOSI Dao Paulin Claude, la ministre de la Culture et de l'Industrie des Arts et du Spectacle a exprimé sa gratitude au président de la République pour ses initiatives louables pour le développement des collectivités. En intégrant dans la perspective de l'émergence de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2030, les districts, les régions et les communes, le chef de l'État affiche clairement sa volonté de mettre la décentralisation au cœur de sa politique afin d'offrir à notre pays un développement harmonieux. Le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie a exhorté les populations à prendre soin de l'édifice. Chère population de Yakassé à Tobrou, il vous incombe désormais de donner tout son sens à ce joyau architectural en faisant bon usage. La préservation de cet acquis est un impératif. Le ministre Jean-Luc Assi, représentant le Premier ministre haut patron de la cérémonie, et le ministre de la promotion de la bonne gouvernance, du renforcement des capacités et de la lutte contre la corruption ont exhorté les populations à faire le choix du développement en faisant confiance au chef de l'État Alassane Ouattara. Le seul engagement auquel il veut appeler tous les Ivoiriens, c'est l'engagement du développement. Le plus important, c'est le développement. En 10 ans, le président de la République a transformé le visage de la région de Lamé. Aujourd'hui, la région de Lamé compte plusieurs chantiers. Bâti sur une superficie de 560 mètres carrés, la construction du nouvel hôtel de ville de Yakassé à Tobrou a coûté 100 millions de francs CFA. Il comprend 10 bureaux, une salle d'attente, une salle de réunion, 2 halls et 2 parkings. Dans la région du Gor, le conseil régional inaugure également de nouvelles infrastructures. Le marché couvert de la zone enclavée de Gobia-Kwamefla dans le département de Oumé. Le démarrage du reprofilage de l'axe Gobia-Kwamefla fait écro pour un coût global de plus de 135 millions de francs CFA. Sidonie Davila. Situation difficile et angoissante des populations de Gobia-Kwamefla avec ce marché de fortune placé le long de la voie. On n'a pas marché, c'est sur la route on fait. Si voiture vient, on décale pipi et puis on place. Si moto vient, on enlève et puis on place. Mais aujourd'hui, j'ai appris qu'ils vont venir donner notre clé de nouvel marché là. Je suis trop contente. Je me suis réveillée à 5 ans aujourd'hui pour aller balayer là-bas.
Un cauchemar qui prend fin avec la livraison d'un nouveau marché pour les commerçants de Gobia, Kwame Fla, deux grosses localités jumelées de plus de 14 000 âmes à une trentaine de kilomètres de Gagnoa. Couvert d'environ 150 mètres carrés, ce marché est aussi composé de 2 blocs de 5 magasins chacun, le tout pour un coût global d'environ 40 millions de francs CFA. Le président du conseil régional, Didier Bagnon, a procédé à la remise officielle des clés au sous-préfet Doumé, représenté pour l'occasion par Laurence Akapo. Dans le cadre du développement de la région, Didier Bagnon a aussi donné le premier coup de pioche qui démarre les travaux de reprofilage lourd de l'axe routier Gobia-Kwame-Fla, Fetekro, d'une longueur totale de 24 km sur 7 mètres de largeur et un coût global de 100 595 000 CFA. Les travaux sont prévus pour une durée de 4 mois. Cela permettra à tous ceux qui produisent, qui font la production, de sortir ces produits-là et évidemment de venir les vendre ici. Donc moi, en tant que cadre Doumé, je suis un individu heureux. Et ça prouve encore une fois que le conseil régional est dans sa mission. Le conseil régional est en train de mener le développement comme l'a souhaité le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Mais mieux, nous sommes arrivés ici aujourd'hui, nous avons vu le gros village, ce gros village électrifié. C'est d'abord la satisfaction totale. Quand on fait les routes, c'est pour que les femmes, les commerçantes et les commerçants eux-mêmes viennent sur ces marchés pour vendre. Donc il faut faire les routes. Nous sommes prêts à faire des routes. Et encore davantage, c'est la mission que le président de la République nous a confiée. Parmi les actions du conseil régional du GO, on note la réhabilitation d'un bâtiment de 3 classes pour un montant de 17 millions de francs CFA, ainsi que la remise de tables-bancs aux établissements secondaires de Gagnoa. Et on change de décor avec le Burida qui étend son champ d'action au secteur maritime et portuaire. Il va désormais percevoir les droits dus aux artistes sur les plages, les navires et offshore des eaux du territoire national. Le point de Serge Coléa. Accord scellé, partenariat bien ficelé. Le colonel Julien Yao, directeur général, ouvre les portes du secteur des affaires maritimes et portuaires au Burida. Désormais, les agents du Bureau ivoirien du droit d'auteur peuvent opérer dans tous les réceptifs et espaces en bordure de mer, des lagunes et aussi dans les navires. De la frontière ghanéenne jusqu'à la frontière libérienne, tout ce long-là, nous avons aussi nos antennes, nos arrondissements où nous avons des agents. Donc il va falloir former tout cela pour leur permettre effectivement d'effectuer ce travail-là de façon convenable. Voilà, je pense qu'en conjuguant nos efforts, le Burida et nous pourrons effectivement atteindre les objectifs recherchés. Karim Ouattara, le directeur général, a dit sa volonté de toujours œuvrer au bien-être des sociétaires du Burida. L'année 2022 sera une année de challenge pour nous parce que, en dehors donc, de ces espaces-là et de ces communes, nous voudrions que tous les établissements publics nationaux, l'administration publique elle-même s'y mette également, qu'elle emprunte le chemin, le train du droit d'auteur et que partout où il y a l'expression des œuvres de l'esprit, que ceux qui le font aient l'autorisation et qu'ils puissent s'en acquitter. Ce partenariat vient élargir le champ d'action et l'assiette de perception du Burida. Le Bureau ivoirien du droit d'auteur multiplie depuis quelques années les actions dans tous les secteurs d'activité. Le 17e Festival international de Daokro ouvre cette année une lucarne sur le développement local, une manière d'impliquer les agents de développement et autres acteurs locaux dans la promotion des valeurs traditionnelles, touristiques et aussi culturelles, et cela dans la région et en plus dans les alentours. Pour cette édition 2022, le peuple Wé est à l'honneur. Franco Adio pour la cérémonie de lancement. 17e édition du Festival international des arts et de la culture de Daokro FICAD, comme de coutume à Daokro, capitale de l'Ifou, du 9 au 17 avril prochain cette année. Une fête dédiée à la culture et aux valeurs traditionnelles, à l'honneur, le peuple Wé et la région du Cavali.
Une édition 2022 dans un contexte de lutte contre la Covid. Et pour le commissaire général, l'accent sera mis en premier lieu sur le respect des mesures barrières avec l'installation entre autres de pôles vaccination. N'empêche, Olivier Akoto promet un festival qui tiendra toutes ses promesses, surtout en termes d'innovation. Thème choisi, l'industrie culturelle et des arts, facteurs de développement local. L'idée est d'être en adéquation avec la vision de la tutelle du ministère de la Culture soutenu par celui du tourisme partenaire institutionnel. Le thème retenu pour l'édition 2022 est en congruence avec les missions que les organisateurs du FICAD se sont assignées. Créer un environnement dans lequel les contenus créatifs sont protégés et les artistes et professionnels de la culture sont encouragés à créer, produire et diffuser leurs œuvres. Phare commercial, journée scientifique et médicale, chant et danse, célébration de l'esthétique et prestations artistiques, tout un programme et contexte de pas qui nous oblige, une activité récréative dans un village des alentours au cours de laquelle une cantine scolaire sera remise par le commissariat général et ses partenaires aux populations. Au Burkina Faso, l'armée a annoncé la destitution du président Roch-Marc Christian Kaboré, une déclaration à la télévision nationale qui précise également la suspension de l'Assemblée nationale et du gouvernement, la fermeture des frontières et la mise en place d'un couvre-feu de 21h à 5h du matin à Boussanogo. Le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba est le nouvel homme fort du Burkina Faso. À la tête du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, regroupant toutes les forces de défense et de sécurité. Il assume désormais les fonctions de chef d'État. Dans un communiqué lu à la télévision nationale, un groupe de militaires a annoncé la prise du pouvoir par le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, MPSR. Au regard de la dégradation continue de la situation sécuritaire qui menace les fondements même de notre nation, de l'incapacité manifeste du pouvoir de M. Roch-Marc Christian Kaboré à unir les Burkinabés pour faire face efficacement à la situation et suite à l'exaspération des différentes couches sociales de la nation, le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, MPSR, a décidé d'assumer ses responsabilités devant l'histoire. Le mouvement qui regroupe toutes les composantes des forces de défense et de sécurité a ainsi décidé de mettre fin au pouvoir de M. Roch-Marc Christian Kaboré ce 24 janvier 2022. Une décision prise dans le seul but de permettre à notre pays de se remettre sur le bon chemin et de rassembler toutes ses forces afin de lutter pour son intégrité territoriale, son redressement et sa souveraineté. Le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration a par ailleurs annoncé la suspension de la Constitution, la dissolution du gouvernement et de l'Assemblée nationale, la fermeture des frontières terrestres et aériennes et un couvre-feu de 21h à 5h du matin sur toute l'étendue du territoire national. On va maintenant se tourner vers le Cameroun, où le ballon rond réunit en ce moment tout le continent. Voyons le point de cette nouvelle journée de Cannes. Pour sa première participation à la Coupe d'Afrique des Nations, la Gambie obtient son billet pour les quarts de finale en battant la Guinée, pourtant favorite, sur un score de 1-0. Arsène Kouassi. Considérée comme l'une des révélations de la CAN 2021, pour sa première participation, la Gambie joue gros face à la Guinée, qui dispute sa 14e phase finale de Coupe d'Afrique. Une affiche certes déséquilibrée sur le papier, mais différente sur la pelouse, comme en témoignent les premières opportunités en faveur des Scorpions. Moussa Barro, l'attaquant de Bologne en Série A italienne, est le meilleur Gambien. Il tente à 2 reprises sa chance, sans succès. Il faut attendre la seconde période avant de le voir être récompensé de ses efforts. Moussa Barro profite du bon service de Youssouf Abob pour ouvrir la marque. Son but suffit au bonheur des Scorpions de la Gambie qui réalisent l'exploit de se hisser en quart de finale. Et puis la seconde rencontre du jour, Cameroun-Comores, 2-1 pour le Cameroun, face à un Comore privé de son gardien de but. Arsène Kouassi et Essojean.
Très peu de personnes auraient parié sur cette équipe des Comores, mais à l'arrivée, elle est bien là, en huitième de finale. Les Comoriens, face au Cameroun, quoique décimés par 12 cas de Covid, affichent d'entrer leurs intentions avec la frappe de Benjaloud Youssouf, mais André Onana est attentif. Les Lions indomptables profitent de l'infériorité numérique des Comoriens pour ouvrir le score grâce à Kaltoko et Kambi. 1-0 à la pause. En seconde période, les quintuples champions d'Afrique repartent sur les mêmes fondamentaux et sont récompensés avec le second but signé Vincent Aboubakar. C'est son 6e but dans la compétition. Mais sans être souverain dans le jeu, les Comoriens poussent dans leurs ressources pour réduire la marque en toute fin de rencontre grâce à Youssouf Nchangama. 2-1, score final. Le Cameroun décroche son ticket pour les quarts de finale qu'il disputera le 29 janvier face aux Scorpions de la Gambie. À l'affiche, demain, mardi 25 janvier, à 20h, les Lions de la Teranga, qui ont fini premier du groupe B, seront face au Cap-Vert, troisième du groupe A, à Bafoussam. Dans le même temps, le Maroc, leader de la poule C, va affronter au stade de Yaoundé le Malawi. Faites donc vos pronostics et on se retrouve demain soir sur RTI 1. Très bonne fin de soirée à tous.